Et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième semaine, première journée de LCS Europe. Pour ce pré-show de 30 minutes, je suis en compagnie de Eli et de Gardoum et Sean nous rejoindra tout à l'heure pour Cast. Comment ça va messieurs? Ça va, super chaud, une très très belle journée qui s'annonce, quelques petits matchs particulièrement relevés. Bref, moi je suis bouillant. Carrément chaud aussi, on a parlé tout à l'heure du schedule légèrement pour ceux qui suivent Twitter. Et du coup c'est une journée moi qui me hype pas mal justement, notamment pour le match Vitality Fnatic qui va être sympa. Alors je vous propose messieurs de revenir un peu à ce qui s'est passé la semaine dernière, un peu au classement. Finalement une semaine assez serrée, sachant qu'il y a eu beaucoup de changements en Europe, même en NA. On va devoir attendre quelques semaines avant de pouvoir tirer des conclusions, avant de pouvoir avoir un peu de visibilité. Donc au niveau des matchs, alors on n'a pas de grands vainqueurs. Tout le monde s'est pris une petite tôle quasiment à un moment, sauf une équipe. Sauf une équipe qui a réussi à s'imposer. Alors au plaisir des Français, mais peut-être on va voir combien de temps ça va durer, c'est Vitality. Ouais, effectivement, c'était une équipe qu'on attendait vraiment au tournant, puisque pour la petite histoire, on a l'ancienne équipe Giants, en fait 4 joueurs de l'ancienne équipe Giants qui ont été récupérés pour faire partie de cette équipe Vitality, avec Cabochard sur la top lane qui était un joueur assez décrié, on a beaucoup parlé pendant le Power Ranking, on en a reparlé pendant... Ouais, ça marche bien et c'est un plaisir de voir ça. Tu parlais d'équipe française et finalement c'est chez Giants maintenant qu'on a aussi beaucoup de Français. Donc c'est amusant comme ça de voir le transfert de joueurs plus ou moins et le fait que maintenant Vitality perf sur 2 games, mais c'est toujours ça, ça les met en tête là où on a 8 équipes derrière qui sont à 1-1. Alors pour rappeler un petit peu Vitality, donc c'est Cabochard et 4 déjà membres soudés qui sont montés directement dans le Challenger. Donc finalement c'est une des équipes qui certes pour beaucoup de joueurs connaît les LCS pour la première fois, mais surtout c'est une équipe qui est une des équipes les plus stables quand on prend en termes de niveau de changement de roster. Au niveau de la Réa, si vous voulez nous mettre bien le classement un peu de la semaine précédente, au plaisir. Donc derrière, après, on a tout le monde qui est à 1-1, sauf les Unicorns of Love, qui ont pris voilà, une petite douille. Donc Schalke à 1-1, Fnatic à 1-1. UOL qui a eu quand même une semaine un peu difficile. C'était première journée, ils ont joué contre Giants, qui est une équipe qui fait peur quand même sur le papier, qui est très très sachant que UOL est en pleine reformation aussi. Et derrière, ils avaient enchaîné contre Splice, qui est l'une des équipes que personnellement j'attends en haut du tableau. Maintenant, c'est UOL. C'est, je pense, l'équipe la plus dure à pronostiquer aujourd'hui. Même si les joueurs ont changé, le playstyle, le chaotique, il est toujours ici. Donc pour rappeler un petit peu, voilà, donc G2 a battu Misfit en match d'ouverture. Après Misfit voilà, qui s'est bien repris en allant un petit peu tacler Schalke. Schalke, grosse formation. Schalke pour avoir fait un peu le tour du milieu, pour avoir fait recueillir un peu les avis. Schalke est attendu dans le top 3 cette saison. Ouais. Après Fnatic qui alors a fait une très belle première game avec Caps et Broxa, mais derrière a complètement galéré contre les H2K. Moi, les H2K que j'ai personnellement pronostiqué en tant que 10e cette semaine. Après, voilà, Vitality, eux, ont massacré et Giant et H2K, donc ça reste pas non plus le top 4 du classement en termes de victoire. Donc on va voir justement aujourd'hui. Alors, ils ont battu Giants et H2K. Ah non, autant pour moi, j'avais cru que c'était le planning et je me suis dit qu'ils réaffrontaient H2K, du coup là je comprenais plus. Non, tout va bien effectivement. C'est vrai que pour HPK ça fait mal quand même. On est sur une équipe qui faisait vraiment peur. C'est l'une des équipes sur lesquelles l'Europe basait le plus d'espoir à l'international. Pas forcément toujours à raison. Mais à l'Inter, je sais pas. À l'Inter, c'est compliqué. Il y a le choke factor qui fait qu'ils arrivaient toujours en petite finale et ils se faisaient toujours écraser avant d'arriver en demi. Enfin en finale, pardon. Un peu à des TSM version européenne, peut-être équipe un petit peu moins forte. Là, cette année, il y a de très belles choses. Sheriff, notamment, qui fait son arrivée en LCS et qui nous a gratifié d'une veine extrêmement convaincante la semaine dernière. Mais derrière, Promiscu, Santorin, Smithy, c'est des joueurs. La Sprat, oui, Promiscu, anciennement Spratel. C'est des joueurs sur qui il y a encore beaucoup d'interrogations qui pèsent. Ouais, ça fait mal. Et Santorin, en fait, il faut savoir déjà, donc c'est le premier import NA qu'il y ait, ce qui est assez exceptionnel. Et c'est pas le meilleur import NA, tu vois. C'est pas comme si t'importais, je sais pas, un mec. Ouais, comme Codison, ou les Biofrost même qui auraient été ok. Et là, on importe Santorin qui était passé en Challenger Series NA
Oui. Du coup, qui a jamais été réputé pour être un très gros jungler, qui jouait beaucoup Eve. Il a été décrit en tant que Wardman, des choses comme ça. Après une interview, il disait j'en ai marre qu'on me dise je suis à Wardman, je vais montrer que je vais tout détruire. Il avait été mauvais après ça encore. Et forcément, H2K, bon, qui prenne un joueur, je dirais, de deuxième calibre comme lui, c'est toujours étonnant parce que quand tu prends des imports, souvent, tu prends de gros imports. Alors, petit point quand même au passage sur Santorin, qui donc avait évolué chez Gold Coil United sur la saison précédente en Challenger Series NA, qui avait remporté quand même la saison régulière. Et le niveau Challenger Series NA, bon, ça reste de la Ligue 2 bien sûr, mais était quand même relativement ok. Il y avait Mad Life. Santorin, il y avait Mad Life. Santorin, c'est un joueur que personnellement m'a jamais vraiment convaincu, mais j'ai envie de croire à une petite rédemption quand même en Europe cette année. Pourquoi pas? Après, il faut savoir que le coaching staff, etc. Enfin, en Europe, la culture est un peu différente à ce niveau-là. Et peut-être que le fonctionnement, avoir un nouveau coach, une nouvelle équipe et autres, peut justement lui faire prendre conscience que lui est expérimenté et justement peut-être essayer de chapeauter un peu tout, prendre ses responsabilités. On a eu l'année dernière, on a eu la rédemption de Pobelter. Peut-être que Santorin fera la même cette année en Europe. Je n'y crois absolument pas. En tout cas, pour en termes de transition, je suis assez dur avec Santorin. Mais pour résumer un peu cette première semaine, ce qu'on peut surtout dire, alors on dit toujours qu'avant la 3e, 4e, même voire 5e semaine, c'est impossible de vraiment dégager un état de forme, surtout au Spring Split. Autant le Summer, généralement les équipes sont stables, mais au Spring, vu l'importance du mercato, mais même que ce soit en termes de joueurs ou en termes de coaching staff, ça va prendre du temps à chacune des équipes de vraiment bien se stabiliser, et celles que l'on devrait voir fortes en début de saison sont celles qui ont le moins subi de changements. Voilà, en termes maintenant de planning de la journée, donc comme vous pouvez le voir bien dans l'écran qui est juste là à ma gauche, on va commencer par un petit Giants contre G2, puis Splyce contre Roccat, Misfit contre H2K, Vitality, Fnatic, et enfin Schalke contre UOL. Pas mal de belles choses, hein. Déjà pour des G2 qui sont en pleine reconstruction après la perte tragique, même j'ai envie de dire, de Sven Enmity, probablement la meilleure duo lane d'Europe. Ouais, bon pour l'instant il faut qu'ils fassent leur preuve en NA. Oui, carrément c'est pas convaincant du tout. Ils affrontent Optic demain. Oui, on compte sur vous pour être là, hein. Ça commence à 22h le pré-show, 23h les NA si je ne m'abuse demain. C'est ça. C'est ça, incroyable. Une fois je ne me trompe pas. C'est vrai que pour G2, le bilan il est moyen. Il est assez moyen. Giants, c'est une équipe un peu d'outsider, je dirais. Je les positionnerais personnellement en milieu de tableau avec la mention spéciale est capable de faire trembler des gros titans dans un gros état de forme. Donc pour G2, moi ça ressemble à un match coup près ça. Match coup près, ouais. Et du coup les Giants, toi milieu de tableau qui peut faire peur aux grosses équipes, ce sera un peu les Dignitas DNA de la saison précédente, les Africa Freaks de la LCK. Ouais, ça peut être cette idée-là. C'est vrai que Giants, ils ont comme quelques joueurs qui ont de l'expérience. Il y a beaucoup de Français aussi. Et finalement, le petit vent frais, je dirais, qui arrive chez eux, peut fonctionner parfois, notamment dans les débuts de split comme ça, c'est un peu la surprise. Et les grosses équipes, comme disait Noah, ça peut prendre 4-5 semaines avant d'être réellement en place. Et c'est peut-être les moments où justement, toi, tu peux prendre des marques et surtout prendre la confiance et oser après des stratégies un petit peu plus léchées. Donc le deuxième match, Splyce contre Roccat. Alors on a vu des Splyce mi-figue, mi-raisin, notamment ce match contre UOL qui allait très très loin jusqu'à une course au Nexus. On savait que la semaine dernière Kessing était un petit peu malade. Info de première main, c'est toujours le cas. Donc on ne sait pas si la duo lane du côté de Splyce sera au niveau. Au niveau, et vu que la condition physique pour l'instant n'est pas présente. Après voilà, Splyce, on parlait des changements de joueurs, 4 changements de joueurs, donc sauf Kobe qui est resté en place, changement de coaching staff. C'est une des équipes qui, sur le papier, vu les joueurs, va être extrêmement forte, mais il va falloir prendre le temps de consolider tout ça. Pour moi, c'est assez prometteur effectivement, puisque on a sur la top lane quand même Odo Amné, qui reste l'un des tout meilleurs joueurs européens à son poste. Niski à la mid lane, c'est un joueur qui déjà c'est un joueur francophone, et ça a quand même une grosse plus-value parce qu'on les chauffe, Show Gaming bien entendu, mais c'est un joueur qui était extrêmement impressionnant sur sa saison NA, qui a confirmé un bon état de forme sur son Azir pour moi la semaine précédente. Derrière Xerxes dans la jungle, c'est un jungler encore en devenir. On n'a pas atteint la maturité pour lui, mais il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment son Ivern m'a vraiment surpris. C'est ce genre de choses sur lesquelles je l'attends, et j'ai envie d'y croire en fait, tout simplement pour Splyce, moi j'ai envie d'y croire. Et puis pour Xerxes aussi, il faut savoir qu'il y a eu le up du Predator au niveau des runes. C'était un joueur d'Ekarim à une époque, Xerxes, il avait joué. Du coup, on pourrait peut-être voir, moi ce que j'attends de ce genre de joueur, c'est des pics auxquels on n'est pas habitué
et qui peuvent justement un peu surprendre les adversaires, des choses comme ça, parce qu'il a aussi de l'expérience. C'est pas un nouvel arrivant finalement dans les LCSEU. Et je trouve que c'est intéressant comme genre d'équipe. C'est encore relativement un rookie. C'est pas un ancien, clairement, mais C'est un c'est sophomore. pas son premier split. Du coup, en face, ils vont affronter les Rocats, donc Profit, Memento, Blank, EQ et North Curren. On a beaucoup épilogué encore sur la compo Rocat. Je pense que ça va être un match assez dur pour Rocat. Après, sachant que pour moi la faiblesse de Rocat est leur duo lane et que la duo lane Splice n'a pas l'air mieux de sa forme, il y a peut-être effectivement une carte à jouer de ce côté-là. Oui, je suis assez d'accord avec toi au niveau de la duo lane. Je dirais que les niveaux, vu l'état de forme de Casey dont tu parlais tout à l'heure, devraient se valoir. Pour moi, ça va jouer surtout au niveau du triangle top, jungle, mid. Sachant que, bon, j'ai fait l'éloge de Niski précédemment, Blank a été transcendant sur son Azir la semaine précédente. C'était du triplé en veux-tu en voilà, c'était des Foreman partition impériale en veux-tu en voilà aussi. Donc j'avoue que le pick Azir va être extrêmement plébiscité, ça c'est sûr. Et derrière, qui sera le meilleur entre Blank et Niski? Bien écoute, on verra. Sachant que derrière, Dodo amené hyper chaud, profite légalement. On parle quand même d'un joueur qui évolue chez SKT à un moment donné. Et Memento, c'est l'interrogation. C'est la grosse interrogation. Je mettrais peut-être Xerxes un petit peu devant pour sa compréhension du jeu et son playstyle, UL style, tout simplement un petit peu chaotique. Maintenant, il faut voir. On a quand même 2 Coréens en solo lane et la rigueur prend souvent le pas sur le chaos. Et le match d'après, du coup, verra s'opposer les Misfits et les H2K. Donc les H2K qui ont arraché leur victoire la semaine dernière. Alors, moi personnellement, je suis assez médisant sur la line-up H2K, sachant qu'en face, ils affrontent une des équipes qui a subi le moins de changements et peut-être une des équipes qu'on attend quasiment obligatoirement dans le top 3 de ce Spring Split. Ouais. Parce que voilà, déjà, ils sont très forts. Ils nous l'ont prouvé pendant tout le Summer Split, pendant tous les Worlds. En plus, il n'y a pas beaucoup de changements. Ils ont un coaching staff que l'on connaît, donc Hussein Mousvi et X Daku, qui est très très smart. Normalement, sauf grosse erreur, et j'ai dire grosse erreur de draft, c'est pas quelque chose auquel nous ont habitués, à part peut-être grosses erreurs, gros misplay, je ne vois pas H2K du tout s'imposer dans ce match. J'avoue que moi je parie également sur Misfits. Je m'attends à une game à sens à peu près unique. Après, attention à l'interrogation Sheriff, qui une fois de plus est un joueur rookie, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore vu jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Il a été convaincant hier, il est face à un joueur qui a un tout petit peu plus d'expérience, Ansama, donc la rivalité au niveau de la duo lane va être très intéressante, sachant qu'on sait que on a quand même beaucoup d'hyper carry au niveau du bot side avec la méta Targon, etc. Sachant que, arrêtez-moi si je ne m'abuse, mais on sera sur le patch 8.1. On reste sur le même patch. Exactement, donc la méta Targon, l'overheal, etc., etc. Donc on va avoir des ADC qui vont pouvoir monter en puissance tranquillement et taper très très fort. Donc je m'attends vraiment à un duel de Vayne, Xayah, peut-être le Draven dans Sama, j'espère, on verra. Alors Vayne, c'est pas non plus la norme. On en voit quelques-unes, mais la norme commence par Ezreal Kalista. C'est les deux must-have. Après, on a vu quelques petits switches du côté de la Corée, là où la semaine 1 était effectivement quasiment uniformément, que ce soit en Corée, en Europe ou en Amérique du Nord, une semaine portée sur le scaling late game Azir-Sivir. C'était, je pense que c'était le duo qui nous avait frémir d'effroi. La game du record du monde. Ouais, exactement. Du côté de d'ailleurs que tu as commenté, Avec un grand 94 plaisir. minutes. Hier encore des games d'1h10, 1h15. Le survivant. Ça va. Cette semaine, du côté de la Corée, alors est-ce que c'est la Corée qui donne le ton tout le temps ou pas? Mais les équipes victorieuses, notamment Katie Roster en Telecom War, les Kingzone aujourd'hui qui ont étrié du monde, il y a eu un switch où on a joué le lane bully, on a joué l'agressivité totale. Alors, pas forcément sans oublier le scaling, mais avant tout, on a joué la lane, le push. Donc on a vu effectivement des Caitlyn TP venir mettre la pression, voilà, Caitlyn TP, ce qui forçait par exemple Faker, le mid laner avec son Corki, il a été forcé de venir en bot side pour push la lane pour que sa duo puisse back sans perdre de tour. Donc on a vu ce genre de stratégie sortir un peu de la Corée, donc beaucoup plus agressive. Maintenant, est-ce que ce sera appliqué en Europe? Il y a une tendance qui s'est dessinée sur la première semaine des LCS. Alors quand je dis LCS, j'inclus Europe et NA. C'est que le U s'est assez peu inspiré en fait de ce qui se faisait en Corée.
Je pense par exemple au Gangplank, Kleptomancy qui n'ont quasiment jamais été joués. Là où en NA, c'est quelque chose qui y revenait quand même beaucoup plus. Maintenant, il y a une semaine qui est passée, on a quand même de bons échantillons de matchs pour arriver à faire des comparaisons. Je pense que sur les équipes au coaching staff curieux, j'ai envie de dire, je pense à Splice par exemple, avec notre ami Peter Dunn qui en fait fait un travail d'investigation tout à fait pertinent. On pourrait avoir justement ces petites inspirations. Maintenant, est-ce que ça va être appliqué dans la norme? Je pense pas. L'Europe a toujours eu sa méta, sa manière de jouer, et l'Europe a toujours été reconnue comme un vivier de méta en fait, tout simplement à l'international. Ouais, un vivier de méta. Après, il faut prendre aussi en compte qu'effectivement, même si en Corée, comme tu l'as dit, ils commencent à prendre de l'agression, il y a aussi eu des matchs où justement les équipes qui prenaient l'agression arrivaient jusqu'à la base adverse et finalement se faisaient wave clear non-stop par du Azir, des choses comme ça, et finissaient par perdre à force d'essayer de gagner en fait. Juste les équipes en face faisaient juste ce qu'il fallait pour clear jusqu'à ce qu'il y ait une erreur de l'équipe qui était en train d'agresser. Et quand tu as une team qui domine pendant 50, 60 minutes et qui à un moment tente de taper le Nexus, qu'il reste 2 HP parce qu'en face ça wave clear, c'est très frustrant et tu as l'impression que l'équipe qui gagne la game n'a pas mérité, n'a pas essayé de gagner et s'est juste débrouillé pour attendre l'erreur adverse pendant assez longtemps. Alors du côté du prochain match pour avancer, parce que c'est vrai Oui, qu'on oui. a fait notre petite parenthèse, le 4e match de la journée sera Vitality contre Fnatic. Alors Vitality à 2-0, cependant on a dit voilà, ils ont affronté Giants et H2K qui sont pas forcément les équipes les plus redoutables actuellement. Voilà, ça va tomber face à Fnatic. Fnatic qui a montré une excellente première game, beaucoup moins bonne sur la deuxième. C'est Fnatic pile ou face. Est-ce qu'on y croit au 3-0 de Vitality Fnatic, messieurs? Du tout. Pour Fnatic, 300%. Là, j'avoue que. Alors, autant je trouve sympa l'histoire Vitality. J'aime bien l'idée qu'ils commencent à 2-0 parce que ça raconte quelque chose de très sympa. Voilà, au niveau des stats, commencer 2-0 en Europe, c'est beau. Maintenant, c'est que Fnatic, pour moi, ont fait une erreur sur une game. Voilà, ils ont raté une game, tant pis. Mais leur niveau correspond plus à la première qu'on avait vue la semaine dernière qu'au reste. Et je pense qu'ils vont complètement étrier Vitality. Je vais faire l'avocat du diable, messieurs. Pour moi, c'est clairement le match de la semaine. Et j'ai envie de mettre ma pièce sur Vitality. Parce qu'on a vu de très bonnes choses. On a un pack à 4, donc les 4 anciens joueurs de Giants qui fonctionnent très bien ensemble. Jizuke était un joueur que je savais chaud et qui est encore plus chaud que ce que je pensais. C'est Italian Code. Exactement. Cabochard, on l'avait mis entre parenthèses, pour l'instant, il a montré un niveau de jeu qui pour moi est tout à fait convaincant. Suffisamment pour aller challenge Soaz. Alors je ne dis pas que Cabochard est plus fort que Soaz, mais je pense que Cabochard a les armes pour aller embêter le king de la top lane actuellement. Un duel de français, j'avoue, sachant qu'il y a 2 fanbases qui vont s'affronter, la fanbase de Soaz et la fanbase de Cabochard. Je m'attends à un chat houleux sur cette partie. Moi, je dois avouer que j'y crois pas trop non plus à la surperformance continue de Vitality. Je pense que Fnatic a largement les moyens. Après, ça reste Fnatic, c'est-à-dire qu'ils sont capables de passer complètement à côté d'une game ou d'arriver à rouler sur un adversaire. Il y a rarement de juste milieu. Le dernier match, dernier match qui va se jouer entre Schalke et H2K. Bien. Et UOL. Schalke et UOL, pardon. En plus, le planning est juste derrière moi. Entre Schalke et UOL. Bon. Comment dire? Par où est-ce qu'on commence? Alors, pour UOL, c'est une équipe qui fait un peu peur sur le papier. Le mercato leur a fait mal quand même, mais il y a eu des éclats de génie la semaine dernière. Je pense à Cold et je pense à ces Steel Nashor qui ont été quand même assez fous. Pour moi, UOL, c'est un pronostic. Est-ce que ça peut reposer Moi, je pense qu'ils vont se faire ouvrir. Je pense que de tous les matchs qui vont se jouer aujourd'hui, c'est le match qui sera le plus sanguinaire. Je pense que Schalke a une excellentissime équipe. Un bon projet, un bon coaching staff, bref, je pense que c'est une équipe qui va avoisiner le top 4 pendant toute la saison. Là où UOL, effectivement, tu l'as dit, on a réussi à survivre sur des games à base de style Nashor. C'est bien, mais malheureusement, on ne peut pas faire reposer tout un style de jeu là-dessus. Je pense qu'en fait, Schalke, qui décide de partir sur du POC, du late game, de l'early game, en fait, ils peuvent prendre n'importe quelle stratégie, je pense, et toujours être devant. Je pense qu'ils peuvent même jeter leur draft et encore être devant. Sachant qu'ils ont montré quand même de belles choses la semaine dernière, que ce soit Vizicachi, on sait que c'est une valeur sûre, il n'y a plus de problème. Pride, donc anciennement Pride Stalker, a montré un Kha'Zix extrêmement convaincant également. Nuke Duck ne fait que monter en puissance depuis l'année dernière. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est beau. Honnêtement, si vous suivez les réseaux sociaux de Nuke Duck, il y a des petites perles. Le joueur est vraiment en train de poser ses pattes sur la table. Vander qui passe de support à ADC et qui carry hard. Boris qui revient d'outre-tombe et qui fait une très bonne game. On devrait aussi. jouer avec la vraie line-up. Donc on devrait jouer avec, je pense, ouais. Je pense que Boris ne sera plus. C'était un
C'était un ADC malade. Et du coup, Vander avait récupéré la place, le fameux Vander Grey, avec le masque de Forgiven sur lui. On devrait jouer avec la line-up normale et Crépeau devrait retrouver son poste de coach derrière ses joueurs. Très bien. Bah écoutez, j'avoue que ne pas parier contre Schalke serait, ne pas parier contre Schalke serait une erreur. Maintenant, une fois de plus, c'est UOL, c'est du BO1. En fait, BO1 et UOL dans la même phrase, pour moi, ça ne peut que faire des merveilles. Ah, moi, je mettrais plutôt la pied sur Schalke, vraiment, qui ont une line-up beaucoup plus solide. Et pareil, UOL, vous manquez tout simplement, je dirais, de talent individuel global sur chacune des lanes et même stratégiquement au niveau du staff et autres derrière pour tenir tête à une équipe comme Schalke qui cette année est ultra chaude. UOL peut essayer de se battre, UOL peut essayer de faire une jolie performance, ils peuvent se débattre, mais ils vont finir malheureusement par une défaite à mon avis. Sachant alors, parlons un petit peu de UOL quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de Schalke. Bon, lane par lane. Donc on va avoir Visi contre White Knight. Ça il est fait pas mal. mauvais, Hein. White Knight. Ah mais c'est Vizicachi, c'est le joueur qui tentait le plus de duels sur la saison précédente. Vizicachi, c'est un carry à lui tout seul, qui même sur un tank, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques. Par contre, ça c'est important de le noter. Là où White Knight, il sait que de toute façon c'est le petit poussé dans ce 1v1. White Knight, il va être là pour jouer la serrure, et c'est là que je me dis qu'il peut-être il peut y avoir une petite faille chez nos amis de ces Schalke, c'est que Vizicachi, il meurt souvent. Il meurt très très Le souvent. problème de White Knight, c'est qu'il ne sait pas jouer la serrure. White Knight, il est capable d'aller claquer des dives. Il est parfaitement irrégulier en fait comme joueur à la top lane. Trashy nous a pas montré les plus grandes forces pendant les premiers matchs. Exilé, on attend toujours qu'il se réveille. Par contre, la duo lane Samux Totoro pour moi marche un peu mieux que prévu. Oui. Mais ligne par ligne, si jamais Schalke est réuni sous sa forme la plus pure avec son vrai roster, sachant qu'on a quand même un Schalke qui a fait 1-1 avec un roster handicapé. Donc on n'a pas encore vu le début de la vraie force de Schalke. Si on fait une analogie, parce qu'en plus là la Dekari c'est extrêmement central, donc tu joues avec pas la Dekari, avec le support qui passe en Dekari. On pense par exemple, moi je pense au King Zone, donc les anciens Longzhou, qui n'avaient pas Cannes pour leur premier BO contre KSV, donc les ex-Samsung, et qui sont fait massacrer. Et depuis que Cannes est revenu, ils sont en train d'ouvrir la LCK. Et donc un joueur en moins peut parfaitement déséquilibrer la totalité d'une équipe. Oui, c'est vrai. Et puis c'est là qu'on voit aussi l'intelligence du coaching staff chez Schalke. Hein. C'est que avec ce changement, la composition de l'équipe est quand même bien appliquée, la phase de lane elle est propre, avec un support qui passe en ADC, les teamfights sont bons aussi. Donc, je vous rejoins là-dessus. Je pense que si on fait 100 matchs entre UOL et Schalke, Schalke en remporte 99. Et c'est là qu'on en revient à la beauté du BO1, en fait, messieurs. Parce que une équipe qui, comme UOL, qui arrive à style autant de Nashor, à style des Elders, à en fait arriver à mettre dans une telle tourmente des équipes qui sont censées être au tableau, ou en tout cas plus fortes sur le papier, pour moi, côté Schalke, ce serait une erreur de les sous-estimer. Après, bien sûr, au rôle par rôle, je pense que le match-up Vizicachi-White Knight illustre très bien la différence qu'il y a entre les deux. C'est qu'on a d'un côté des rockstars qui ont déjà en fait acquis leur lettre de noblesse, qui ont déjà prouvé leur valeur contre des joueurs qui, on va pas se mentir, un côté UL au niveau du mercato, on a tapé dans du second couteau. Maintenant, avec des bouts de ficelle, on peut arriver à faire des merveilles. Ils peuvent, mais ce serait un miracle, je dirais. Ce serait un miracle. C'est objectivement parlant, moi je mets la pièce sur Schalke, les yeux fermés. Et voilà, si à tout hasard je me trompe, je dirais que c'est le miracle UOL et c'est à peu près tout. Ok, je propose de jeter un petit coup d'œil au planning de la semaine. Tout à fait. Voilà, on a vu le planning de la journée, mais il y a aussi une deuxième journée qui se jouera demain. Alors, demain, les matchs, on aura un H2K contre Giants. On aura UOL contre Rocat, Vitality contre Misfit. On commence à avoir pas mal de Français. C'est beau, hein. Et là, demain. En tout cas, même les 3 derniers matchs, ce qui c'est bien, c'est que c'est parfaitement découpé. Hein. C'est-à-dire que pour moi, les 4 équipes qui vont avoir du mal à venir gratter des places en play-off jouent en premier. C'est-à-dire H2K, Giants, UOL et Rocat. Et derrière, on a tous les gros, donc Vitality qui commence bien, qui sont 2-0 et avec une équipe stable. Misfit qu'on attend. Splice qui va jouer contre Schalke. Ça va être un très beau match. Énorme match. Et la rivalité, Fnatic G2, les 2 équipes, les 2 écuries les plus titrées d'Europe qui vont s'affronter. La journée de demain, elle est soyez incroyable. là. Hein. Elle est incroyable. Soyez là. Rien que le Vitality Misfit et le Fnatic G2 dans la même journée, c'est incroyable.
Derrière, bon, le Splice Schalke, c'est 2 équipes qui sont. C'est top 4 pour moi, pour les deux. Hein. Enfin, de toute façon, en fait, on a les 4 équipes du top 4 qui s'affrontent dans cette journée-là. Sachant que même sur les matchs de petits poussés, le H2K Giants, il a complètement son intérêt en apéritif. Le UOL Rocat, ces 2 équipes sur le Power Ranking, on les a mis quand même assez basses. Rocat, on a été assez dur sur eux. Ils ont montré quand même des choses qui étaient intéressantes la semaine précédente. Oui, une fois de plus, c'est une très très belle journée. Et le tout sera casté par Chips, Nono, Gob et Twix. On a mis un roster de casteurs adéquat. Avec Gob qui viendra caster et nous faire un coucou. Voilà au niveau du planning. On va retrouver Laure sur l'analyse, pas l'analyse DS, mais sur le plateau interview, qui fait ses premiers pas d'ailleurs du côté de chez Riot. Ça c'est beau quand même. De Bubu, on te salue et gros GG, puisque ça part de. Alors à la toute base, elle était rédactrice sur le e-sport. Ouais, non, elle a fait pas mal de trucs avant, mais oui, elle a fait pas mal de. Oui, ça part de loin. Mais voilà, on lui a demandé de faire un dab après une interview. Je crois qu'elle a refusé, malheureusement. Du coup, il est presque moins de quart, ce qui fait que c'est la fin de ce pré-show. On va se faire une petite page de publicité et se retrouver pour le premier match. À tout de suite dans les LCS Europe sur Gaming TV.